Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler d'un monument de La Réunion, on va parler du vieux domaine. Et quand je dis un monument, c'est aussi Daniel Payette, bonsoir. Bonsoir. Et Christophe Payette, bonsoir. Bonsoir. Et quand je dis monument, c'est pas de l'ironie, parce que je trouve qu'à La Réunion, il y a vraiment des individus qui sont des monuments. Vous avez tellement de choses, vous avez fait tellement de choses, et c'est dommage. C'est ça qui fait que je fais cette émission-là. On perd peu à peu notre patrimoine. Tout à fait, moi je suis d'accord. On perd les valeurs, on perd énormément de choses. On perd également le contact avec les gens. On perd on perd une âme, en fait. On perd nous-mêmes, on perd ce que nous sommes. Nous sommes en train de faire, donc de perdre tout ça. Et on aura un monde qui va arriver, moi qui me fait peur. Christophe Payette. Oui, c'est Christophe Payette. C'est Christophe Payette. C'est bon. Il y a une chose que je vais dire. Vous avez découvert la vie de Daniel Payette, votre père. Oui. Comment vous trouvez cette vie? Intense. Je dirais, c'est vrai que le vieux domaine, c'est le travail de toute une vie. Hein. Et il a consacré du temps avec ses amis, ses partenaires, les camarades, etc. Il a consacré vraiment du temps pour faire immerger l'histoire de ce site-là. Et aujourd'hui, quand on voit le ressenti, quand on voit ce que les gens nous disent quand ils viennent visiter, quand ils viennent découvrir, et quand on voit l'émotion, on se dit, ce travail-là, c'est un travail, parce qu'il continue. C'est un travail de tous les jours et c'est un super boulot qui a été fait. Et la question était un petit peu piège. Comment reprendre la suite? Continuer à faire vivre avec la même envie, avec le même ressenti, avec cette façon de ressentir la Réunion dans son histoire, dans ce qu'elle est. Cette tâche, elle va être complexe. C'est une tâche complexe, mais quand on aime, quand on est passionné et quand on a été touché, parce que moi j'ai vécu sur ce site-là, hein, donc je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, j'ai appris avec lui et je continue d'apprendre. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, oui, c'est une tâche complexe. C'est quelque chose à porter sur les épaules, mais il faut prendre son courage, prendre sa BATL et puis dire nous ça va et puis on continue. Alors, on va essayer de revenir. On va essayer de faire un peu d'histoire. Enfin, c'est Daniel Payette qui va faire de l'histoire. Soyons honnêtes. Quand commence l'histoire du vieux domaine? Alors, cette histoire, en fait, si je fais en fait un saut très loin, elle est dans mon corps, elle est dans mon âme, elle est dans mon esprit. Gamin, hein, j'étais, je veux dire, passionné de choses de la vie, de la nature, des gens, etc. J'avais un grand-père qui était un monsieur qui savait pas lire, il savait pas écrire. Hein, il habitait à Saint-Louis, c'était un petit yab en fait. Hein. Ma grand-mère également, il vivait dans des cases en paille. Et il m'emmenait souvent donc avec lui à Bellevue, un peu partout. Bon, il aimait on ne fait plus maintenant ça. Hein. Il allait à l'école à Col, Coutral-sur-Ozo, etc. Je l'ai connu aussi. Je l'ai connu aussi. Il allait m'emmener. Donc, en fait, on passait une journée, quelquefois même une nuit, donc dans toute cette atmosphère. Et puis, il était donc chaleureux. Tout ça est né en fait de toute une histoire qui est en moi, que j'ai connue. Et j'ai eu la chance en fait d'épouser ma femme. On aura 50 ans de mariage bientôt. Et qui est aussi passionnée, mais elle est beaucoup plus discrète. Et elle a hérité, en fait, de du vieux domaine, qui s'appelait pas le vieux domaine. Une grande friche, donc derrière la maison, très très grande friche, environ 9 hectares de friche. Et je l'ai aidé, en fait, à acquérir des lots avec les autres héritiers. Et cette friche, en fait, elle m'a fait penser à mon grand-père, à mon enfance. Et j'ai voulu, à l'origine, en fait, recréer cette atmosphère, en fait, de paix, enfin, j'arrive pas. Oui, alors je vais essayer de dire les mots. Quand on rentre là, c'est un havre de paix. On sent les arbres qui créent cette voûte verte, végétale, et on passe dans une autre dimension. Ouais. Tout à fait. Donc ça a commencé en fait réellement en 1989. À l'aide d'amis, de personnes qui étaient comme moi, qui avaient cette passion-là. Et on a commencé à défricher.
et je leur expliquais ce que je voulais faire. Au départ, c'était en fait un havre de paix, hein, un endroit où on était, je veux dire, très très bien, on s'en sentait bien. Et puis, en travaillant dessus, on a découvert qu'il y avait des ruines. Ce site, en fait, ce lieu avait une histoire. Et cette histoire-là, je veux dire, ça s'est imprégné en nous. Et on a essayé de le remettre en état, on est reparti sur des archives, et effectivement, on a rebâti tout ce qui existait. Ce site, en fait, est très ancien, il date d'avant 1800. Donc, on est allé lentement, on en est à notre 33e année. Donc, pour vous dire, hein, la passion. Et c'est vrai que vis-à-vis de mes enfants, j'ai essayé de leur donner cette passion, cette envie, mais vous savez, les jeunes, bon, ils s'y intéressent pas spécialement. Ils ont commencé à comprendre ça à 30 ans, hein, à l'âge de Christophe, 35 ans, et il s'est imprégné de ça. Il est venu, en fait, à cette découverte sur l'aide qu'il nous a apportée. Donc, ça a démarré comme ça, et on a reconstruit, on a pu ouvrir un petit morceau du vieux domaine en 1994, des petits bouts, et au fur et à mesure qu'on a travaillé, on a découvert qu'il y avait toute une histoire, tout un pan d'histoire, beaucoup d'archives, et ce qui est intéressant, qui m'a donné plus d'attache encore à créer cette atmosphère. En fait, moi, je suis un passionné de lecture, et mon écrivain préféré, c'était Marcel Pagnol. Recréer, en fait, la gloire de mon père. Ouais. Voilà, si vous sentez là-dedans, vous sentez ça, en fait. Oui, ça reste un de mes auteurs préférés, et la gloire de mon père, tout comme le château de ma mère, reste des références. C'est la suite logique, en fait. Donc, c'était recréer ça, recréer cette dimension-là, et on y est allé, donc... le domaine, en fait, n'est pas... Son existence, c'est pas à moi, en fait, spécialement. C'est un ensemble de personnes, hein, d'amis de tous bords. Hein. Il y avait des gens qui ne travaillaient pas, et comme on dit, des becs à clés. Hein. Il y avait des gens qui étaient enseignants, d'autres qui étaient... On avait même eu un chirurgien, un neurologue. Hein, et ils venaient là, on donnait rendez-vous le samedi, et on ouvrait là-dessus. C'est vrai, quand on vient là pour un moment, on passe dans une autre dimension, dans un autre temps, et puis le corps ressent des choses... Qui permet d'évacuer le trop-plein. On ressent les choses parce que cette propriété, elle a connu en fait la souffrance. Dans les années 1800, c'était donc de l'esclavage. Elle était très grande, elle faisait environ 500 hectares. Hein. Elle a connu l'esclavage. Et progressivement, elle va être en fait remodelée, et ce qui est assez extraordinaire, par un de mes ancêtres. J'ai retrouvé dans les archives le passage d'un de mes ancêtres. Il est arrivé sur cette propriété en 1824. Il s'appelait Louis-Eugène. Avant lui, c'était les Pierre Ribon de Foran qui seront à l'origine en fait de la légende de Grand Méacal. Ça va être les Kervegen. 1824, cette propriété est rachetée par un monsieur qui s'appelle Louis-Eugène. C'est un monsieur de couleur. Alors, comment il va pouvoir l'acquérir? Vraisemblablement par sa grand-mère, qui s'appelait Laurence, qui était l'esclave de Desforges Boucher. Et le gouverneur, en fait, qui était au château du Gol, et qui va, en reconnaissance, on ne sait pas pourquoi, ce qui est sûr, c'est qu'elle va avoir une petite fille qui s'appelle Esther. On ne sait pas qui est le père non plus. Desforges Boucher va donner à Laurence la liberté pour elle et tous ses descendants, et va lui donner 8000 livres. Elle va faire grandir, c'est une somme considérable à l'époque. Oui, tout à fait. Elle va faire grandir Esther, qui va avoir, d'un père inconnu, 2 garçons. L'un s'appellera Louis-Eugène, fils d'Esther libre, Paul, fils d'Esther libre. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Ils vont acheter cet argent. Laurence va donner, quand ils ont leur majorité, va donner ce partage entre les 2 enfants. Paul ira investir à Madagascar et Louis-Eugène va acheter ce que Laurence va appeler le beau vieux domaine. On est en 1824. Il est propriétaire, c'est un homme de couleur. Donc, il va faire 2 choses. La première chose, nous avons les actes, nous avons les archives là-dessus. Il va d'abord affranchir les esclaves. Il va en affranchir 63. Nous avons pratiquement encore à peu près 7 ou 8 en notre possession, des actes d'affranchissement. Il va également enlever le café, qui était la cause, en fait, des faillites des grandes propriétés. De toute façon, on avait arrêté le café pour la canne à sucre. Voilà, mais le café sera arrêté progressivement. Les premiers qui vont mettre en place la canne à sucre, ça va être Villèle, qui va commencer à intensifier la culture. Et Louis-Eugène va enlever le café, il va mettre à la place la canne à sucre. Il est grand, propriété prospère, qui va très bien fonctionner jusqu'aux années 1867. 1867, il a 4 enfants, il va partager tous ses biens. Il est aussi commerçant.
il a des biens à Saint-Pierre, il est marchand. Et pour pouvoir se faire accepter dans la société blanche, il va s'associer avec un blanc qu'il a comme valeur, comme richesse que sa couleur blanche. Ce monsieur s'appelle Cabeux. On retrouve encore des espaces Cabeux sur Bassin-Martin, 17e, etc. Donc Cabeux et lui sont associés. Il va partager ses biens. Il va donner une partie à Cabeux. Il va partager ses biens entre ses enfants. Certains auront des commerces à Saint-Pierre, etc. Et à son dernier fils, s'appelle Antoine, il va lui donner le beau vieux domaine. Antoine, malheureusement, va le décevoir. Antoine, c'est un jeune marmaille. Il est buveur, il est coureur, il est joueur, il doit de l'argent à tout le monde. Chaque fois qu'il fait un enfant avec une dame, il donne un bout de la terre. 1867, il va hériter. 1870, il va y avoir la faillite de cette propriété. Elle sera en faillite totale avec une saisie. Et Louis-Eugène, qui est 82 ans, il est encore vivant, il ne veut pas avoir la honte. Il ne veut pas avoir la honte. Il va demander à ses autres enfants de vendre leurs biens pour sauver, non pas sauver la propriété, sauver la honte. Sauver donc, pour avoir le déshonneur. Donc ses enfants feront cette vente-là. Ils vont donner à tous les créanciers. Ça ne va pas être suffisant. 1871, la vente aux enchères aura lieu et c'est la famille de ma femme qui achète. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris seulement en 94-95. Donc, en fait, c'est une mission, en fait. C'est aussi, c'est une mission. On m'a confié de le faire. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. Dans la famille de la femme et de la famille... Voilà, ça reste dans la famille, mais c'est aussi une mission. Ouais. J'ai l'impression que le vieux domaine, en fait, me pousse. Il y a des choses qui arrivent que je ne sais pas. Qui arrivent comme ça et qui me poussent en fait à faire ça, à faire ça, à Alors, faire ça. Je vais ouvrir une page, je ne sais pas comment vous allez voir ça. Vous croyez à la transmission intergénérationnelle? Tout à fait. D'accord, ok. Dans ce cas, c'était ça le début de la réponse? Tout à fait. D'accord, ok. Tout à fait. Ouais. Parce que je pense qu'il y a en vous ces émotions-là. Tout à fait. Tout à fait. En fait, le vieux domaine aussi... il crée en nous ces émotions. Oui. Vous avez dit tout à l'heure... Il y a une connexion, vous sentez les choses. Il y a quelque chose qui se passe, et les gens souvent me parlent de ça. Ils sentent des choses. Ah oui, on se connecte à des endroits, parce que ça nous rappelle des endroits qu'on a connus déjà avant, et ça réveille en nous vraiment cette fibre réunionnaise, et c'est pour ça que les gens viennent là pour avoir ça. Parce que en ville, aujourd'hui, on n'a plus ces coins-là. C'est fini. Ouais. On est le seul dans le grand quartier de la Ravenne-Cabri, on est le seul point vert. J'irai même plus loin, sur Saint-Pierre. On est le seul gros point vert, et qu'on a maintenu. Alors, quand mes amis m'ont aidé, encore, certains sont décédés, d'autres ont quitté le département, d'autres sont trop âgés et d'autres sont malades. Donc aujourd'hui, vous avez encore besoin qu'on vienne. On a besoin encore de bénévoles. Alors, on va là ici lancer un appel à ceux qui aiment travailler. J'allais dire dans divers métiers, dans tout ce qu'ils savent. On avait 2 personnes retraitées qui sont rentrées malheureusement en métropole. Bon, c'était des gens qui avaient 70 ans, et ils nous ont apporté énormément de choses. Alors, comment vous joindre au vieux domaine? Le vieux domaine, en fait, c'est sur la Ravenne-Cabri. Donc, même si vous habitez Saint-Denis, ça nous intéresse. On ne va pas vous demander de faire la route. On va vous demander, quelquefois, de nous aider à aller chercher des choses aux archives. D'accord. On va vous donner les moyens donc d'y aller. S'il faut payer, on va le faire. D'aller aux archives ou d'aller chercher quelque chose dans votre quartier dont on en a besoin pour une information. Nous collectons aussi des mémoires de personnes. Si vous avez dans votre quartier des personnes qui ont un certain âge, nous les enregistrons. Nous avons une banque de données très forte là-dessus. Et ça s'appelle en fait un instant dans une vie. Un instant dans une vie. D'accord. Comment vous joindre? Alors, nous joindre, en fait, c'est d'abord sur un numéro de téléphone. Vous avez aussi nos pages Facebook. Vous avez aussi notre site internet. Donc alors, le téléphone, c'est le vieux domaine. Oui, c'est le vieux domaine. D'accord. Alors le téléphone, c'est le téléphone, donc le 06 92 65 66 93. D'accord. Répétez-le encore une fois. Toujours joignable. Répétez-le encore une fois. Alors 06 92 65 66 93.
Et ça nous ferait plaisir, parce qu'en fait, nous sommes une association. Moi, je n'en vis pas de cette structure. Nous faisons vivre des salariés, nous faisons vivre le quartier de la Ravenay-Cabri. Ce quartier qui est un quartier qui était en déshérence, elle n'était pas connue. Donc, faire monter des gens sur la Ravenay-Cabri en 1994-93, c'était la croix et la bannière. Hein. Je me souviens qu'on faisait un visiteur par jour. Non, il faut revenir, surtout dans les années 80, les quartiers comme... que ce soit dans les villes de Saint-Pierre, de Saint-Denis, du Tampon, de Saint-André, de Saint-Uzanne, de Saint-Leu, il y avait des quartiers qui avaient j'allais dire, une image. Oui, une réputation pas toujours positive. Voilà. Bon, par exemple, la Ravenay-Cabri, hein, c'était un quartier, il s'appelait à l'époque, en fait, le Mahavel. Mahavel est un mot malgache qui signifie, en fait, le pays des bonnes terres. Mais en créole, pour un créole, Mahavel veut dire pays sorcier. Pays magicien, pays gratteur de cibois. Et en plus, si on regarde à l'époque, entre les services malgaches, les services malbas, les services, on parlait des Africains, mais La Réunion avait une image vraiment d'une terre de sorcellerie, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Moi, quand j'étais gamin, on ne parle pas de Citaran, on ne parle pas des autres. Citaran vivait sur le quartier de la Ravenay-Cabri. Hein. Ouais. Mais quand j'étais gamin, ma grand-mère, qui était une sainte dame, hein, elle est pauvre, mais elle était... Bon, c'était interdit de regarder les services des Malabars. Vous pouvez pas... Il y avait les Jacos. Oui. Vous pouvez pas regarder les Jacos, parce que si on regardait les Jacos, ben notre dent, il tourne, et les yeux, il fait comme ça, etc., etc. Or, j'ai suivi, en fait, cette doctrine-là, jusqu'à ce que un jour, je me suis rendu compte que ce sont des gens qui ont une culture phénoménale, hein, comme tous les peuples. Alors, pour revenir sur la Ravenay-Cabri, il faut savoir que la Ravenay-Cabri, c'est le berceau d'une légende qui va marquer des générations entières, la légende de Grand-Mère Cal. Oui. Hein, c'est la légende de Grand-Mère Cal. Elle est née avec Pierre Ribon. C'est toute une histoire. Cette histoire sera reprise par Marguerite Hélène Mahé, qui va écrire un livre. Oui. Hein, le Mahavel, l'île fantastique, etc. Et c'est toute une histoire. Et nous avons sur ce lieu encore, la Ravenay-Cabri, nous avons encore le trou aux esclaves. Peu connu, peu fréquentable. C'est des histoires, en fait. Mais l'histoire de Cala, de Zélindor, puisque c'est les deux, et on en a fait des fantasmes incroyables. Pour une petite île comme la nôtre, je trouve qu'on a fait vraiment on a raconté des choses surprenantes, quoi. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, même chez nous, dans notre famille, on était à Saint-Pierre, hein, mais ça se passait comme ça partout. Hein. Quand on entendait le cri, en fait, c'est le cri du pétrel noir de Barreau. Mais ça, on ne te connaît pas. Hein. Quand on avait ce cri-là, ben, nous rentre dans la case, tu fermes la porte. Attention, Grand-Mère Cal, il attrape à nous. Et nos parents nous obligeaient à rentrer dans la case. Et on ne passait pas sous un arbre à midi. Oui. Ni à partir de 18h le soir, parce que Grand-Mère Cal est là-haut, il secoue de âme. Et en plus, il ne fallait pas marcher dehors la nuit. La nuit. Parce qu'on ne sait pas qui nous suit. Tout à fait. Les mauvaises âmes, ou la gros tête, toutes ces superstitions-là font partie de nous. Voilà, et ces superstitions-là, elle est super importante, parce qu'aujourd'hui, justement, si on voit que dans la société où on est aujourd'hui, tout se perd. Et le créole, quand il avait ces superstitions-là en lui, permettait à lui aussi de garder son identité. Oui. Ne pas balayer, ne pas jeter la saleté dehors. Tout à fait. Après 6 heures. Tout à fait, pas balayer le pied, etc. Et hier, j'écoutais le parapluie. Oui, le gros parapluie dans la case. Hier, j'écoutais une émission chez un de vos concurrents, pour ne pas nommer donc ses réunions premières, une émission qui s'appelle Radio Vap Vap. J'ai été content dans un petit passage où ils ont quelqu'un causé, quoi, etc. Ils disaient que longtemps, de parents disaient comme ça là qu'il ne faut pas sortir le soir, où tu vois ça accueille dans le chemin, où tu es flotte dans l'air, etc. Mais c'est fantastique, ça, tout ça. Oui, parce qu'on sait que cette partie-là, on l'a gardée parce que ça nous fait vraiment... Voilà, elle est gardée en nous, qui ont un certain âge. Elle n'est pas gardée chez les jeunes. Non. Hein? Parce que c'est des jeunes, on ne leur a pas transmis ces valeurs. Et c'est ça le problème, c'est comment transmettre tout ce patrimoine-là, puisque nous, aujourd'hui, on est responsable, comment on va leur transmettre. Avant,
de par notre vie modeste, pour certains, on était assis sous l'arbre, les parents étaient là, on écoutait les histoires, on avait ce bonheur d'être pauvre, mais d'avoir une vie. Une vie, voilà. Et nos grands-pères, les parents travaillaient souvent. Ils n'avaient pas le temps de s'en occuper de nous spécialement, mais c'est de grands-parents. Les grands-parents, effectivement, nous contraignaient à des tâches qu'on ne ferait plus à l'heure actuelle. Aller charroyer de l'eau, passe-balai, etc. Aller de manger pour cochon. Et puis le soir, chez mon grand-père, raconte des histoires. Mon pépé, donc, c'était quelqu'un qui racontait des histoires fantastiques, sûrement tirées de son imagination. Et ça nous faisait peur, mais c'est resté en nous. C'est des moments d'émotion et qu'on appréciait parce qu'on revenait. Voilà. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu l'histoire du petit Marcel. Et c'est là qu'on reçoit cette histoire. Ce qu'on peut dire, en fait, les jeunes, nous parents, nous en sommes responsables. Nous n'avons pas transmis. Alors on est responsable, mais on n'est aussi pas tout à fait responsable. Nous sommes dans un siècle où la vie est, est rapide. On est dans l'acte de la survie, on n'est plus dans l'acte de la transmission. Nos grands-parents le faisaient. Malheureusement, les familles maintenant n'ont plus le grand-parent, ils vivent trop loin, etc., etc. Il y a plus, et puis les grands-parents de maintenant, ils sont beaucoup plus jeunes. Moi, mon grand-père a déjà 80 ans, donc il reconnaît des choses. Oui, mais ça dépend aussi des grands-parents. Il y a ceux qui sont toujours, alertes, qui vont aller marcher, faire des activités, qui sortent, mais qui s'occupent pas vraiment Tout à fait. de leurs petits. En fait, ce sont des personnes de certain âge qui ont pris le goût à une nouvelle jeunesse. On parle d'ailleurs de nouvelle jeunesse, une troisième jeunesse. Et en fait, ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Et nos enfants, à nous, n'ont pas eu non plus le loisir, de la contrainte, de leur donner un livre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cette année, je vous propose de venir ici, sur ce plateau, quand vous avez le temps, pour qu'on puisse raconter les histoires que vous connaissez, l'histoire du vieux domaine, à transmettre ça à ceux qui nous regardent, à ceux qui veulent. Je peux vous parler, pas aujourd'hui, mais enfin, je peux vous emmener un écrit, en fait, un livre que j'ai jamais publié, sur la vie de ces années 1950-1970, qui raconte le vieux Saint-Pierre, qui raconte ses quartiers, qui raconte Théa-Sainte, Grand-Bois, etc., avec toute cette intergénération. Moi, je vous propose de venir. On va voir si, à un moment, on peut lancer un appel pour pouvoir publier ce livre que vous avez écrit. On va voir s'il y a des gens qui souhaitent publier le livre. Mais au moins, on va faire ce travail-là. Je vous propose, après parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, on a déjà dépassé. Je vous propose, à vous de me dire quand vous êtes prêts, quand vous avez du temps, de venir sur ce plateau et de nous raconter ainsi et de transmettre toute cette histoire, tout ce que vous savez, aux Réunionnais. Tout à fait. Et je veux dire, comme on dit, merci à vous. Comme on dit en créole, il urge. Ouais. Alors, mon fils, lui, en fait, il est sensible à ça. Il reprend, et c'est à lui, en fait, que je confie cette association, le Vieux Domaine, parce que il a la fibre. C'est vrai qu'il me suit depuis déjà un certain temps. Quelques années. On ne peut pas dire quelques années. Et c'est important qu'il soit le porteur, en fait, de tout ça. Après, c'est vrai, il va lui manquer ce que nous, on a vécu. Mais ça, il apprendra. Non, ça, de toute façon, c'est inéluctable. On prend ce qu'on peut prendre. Tout à fait. Et puis, on ne peut pas faire autrement. En tout cas, ça a été un bonheur de vous voir. Merci à vous. C'est très gentil de nous accueillir, en tout cas. Merci. Non. Encore une fois, je veux dire, quand je vous dis c'est un bonheur, c'est vraiment parce que je me sens vraiment bien de me dire, avec vous, on participe à quelque chose, à transmettre quelque chose aux Réunionnais. Et merci à vous pour ça. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.